Bienvenue. Le ministre des Affaires étrangères, l'ambassadeur Olivier Nduhungirehe, a déclaré lors d'un entretien accordé à RFI que le gouvernement de la République démocratique du Congo continue, selon lui, de violer délibérément les accords visant au rétablissement de la paix. Il affirme qu'au lieu de respecter ses engagements, Kinshasa poursuivrait des attaques contre le mouvement AFC M23 ainsi que contre les Banyamulenge. Dans cet extrait, il souligne qu'aucune journée ne s'écoulerait sans frappe aérienne menée par l'armée congolaise contre les positions de l'AFC M23, ce qui constituerait, d'après lui, une violation des accords de cessez-le-feu. Il se dit également préoccupé par le fait que ces frappes toucheraient parfois des localités habitées par des Banyamulenge dans un contexte marqué, selon lui, par une recrudescence de discours incitant à la haine. Suivez. Il n'y a aucun jour qui passe sans qu'il n'y ait d'attaques aériennes de la part du gouvernement congolais contre les positions de l'AFC M23, ce qui est en violation du cessez-le-feu, mais aussi, ce qui est plus inquiétant, contre des villages Banyamulenge, dans un contexte de montée des discours de haine. Et donc, le président Tshisekedi signe un accord de paix ou un accord de cessez-le-feu par la main, mais pas par le cœur. Donc c'est ça le problème. Vous parlez aujourd'hui des Banyamulenge. Hier, le Rwanda faisait reposer le problème sur la présence des FDLR, cette rébellion créée par d'anciens génocidaires et qui continue de vouloir renverser le régime au Rwanda. Côté congolais, on accuse le Rwanda de maintenir cette guerre pour s'accaparer les minerais. Oh, ça c'est un discours simpliste et ils savent bien que cela n'est pas la vérité. Il y a un problème FDLR à l'est de la RDC. Ces génocidaires qui ont commis le génocide au Rwanda en 1994 et qui ont été entretenus, qui ont été soutenus par le gouvernement congolais et qui ont même été intégrés dans l'armée congolaise. C'est d'ailleurs pour cela qu'il y a eu les accords de Washington. Il doit y avoir un engagement de la RDC de neutraliser les FDLR et de permettre au Rwanda de lever ses mesures de défense. Donc les FDLR est une question importante qui est au centre de ce conflit et qui doit être résolue par la neutralisation comme l'exigent les accords de Washington. Le Rwanda vient de confirmer fin janvier une coordination sécuritaire avec la FC M23, alors que votre pays, monsieur le ministre, démentait jusqu'alors soutenir militairement ce groupe armé. Pourquoi le reconnaître à présent ? Parce que la FC M23 est un mouvement congolais. Soutenu par le Rwanda. Il y a des intérêts communs entre le Rwanda et l'AFC M23. Et ces intérêts communs s'appellent FDLR. Mais pourquoi le reconnaître maintenant ? Pourquoi l'avoir démenti auparavant ? Patrick Muyaya, ministre porte-parole du gouvernement congolais, considère que ce sont les aveux d'un régime assis sur le mensonge. Il l'a redit en substance sur notre antenne hier. Que lui répondez-vous ? Oh, le mensonge, il sait de quoi il parle, Patrick Muyaya, puisque c'est le gouvernement congolais qui a intégré ces génocidaires FDLR en son sein. Et à l'heure où on vous parle, les FDLR sont toujours soutenus par le gouvernement congolais. Donc quand Patrick Muyaya parle de mensonges, il sait de quoi il parle. Certaines voix réclament des sanctions internationales contre le Rwanda. Les États-Unis pourraient prendre cette décision assez rapidement. Alors on a entendu il y a quelques jours le président Paul Kagame répondre à cette menace avec véhémence. Vous non plus, monsieur le ministre, cela ne vous effraie pas plus que cela ? Si les sanctions pouvaient régler les problèmes endémiques de la RDC, je signerais demain matin. Savez-vous qu'en 2012, en 2013, il y avait aussi des sanctions contre le Rwanda ? Est-ce que ça a réglé le problème de la RDC, de M23 pour autant ? Non. La guerre a repris 8 ans plus tard, en octobre 2021. Donc cette histoire de sanctions, comme si c'était une baguette magique, ça ne fait aucun sens. Il n'y a aucune sanction dans ce bas monde qui va nous empêcher de sécuriser notre frontière et de s'assurer que notre population ne subisse pas ce qu'elle a subi en 1994 aux mains des FDLR. Et ça ne serait pas un coup dur pour le régime, pour sa stature internationale, pour l'attrait économique du Rwanda aussi ? Non, mais ça s'est fait déjà dans le passé. Donc ça, c'est pas une question qui est valide. Nous sommes dans un monde où chacun doit porter sa croix. Les sanctions, on ne les craint pas et c'est pas le sujet. Le sujet est de régler le problème congolais à la source, c'est-à-dire en s'attaquant aux causes profondes. Est-ce que les accords de Washington, finalement, n'assurent pas surtout les intérêts économiques américains, l'approvisionnement en minerais notamment, sans atteindre les conditions d'une paix effective sur le terrain entre vos deux pays, le Rwanda, monsieur le ministre, et la RDC ? Les accords de Washington pour la paix et la prospérité ont d'abord une composante sécuritaire. Mais ça ne marche pas apparemment sur le terrain. Ça ne marche pas puisque ça n'est pas mis en œuvre. Et donc c'est pour ça que nous avons appelé aux États-Unis et même à l'Union africaine, à la médiation africaine, pour régler cette question sécuritaire, ce qui va ouvrir la voie à une mise en œuvre du volet économique. Donc vous y croyez toujours ? On y croit toujours, bien sûr. S'il y a dans la préservation des intérêts américains, il y a une paix durable dans la région, nous on est preneurs.
En tout état de cause, la situation humanitaire dans l'est de la RDC est catastrophique. Des centaines de milliers de personnes déplacées, une crise alimentaire aussi. Et les organisations humanitaires, à cause du conflit, parviennent difficilement à accéder aux populations. Puisque votre pays, le Rwanda, se coordonne avec la FCM23, n'avez-vous pas un rôle à jouer pour faciliter cet accès humanitaire? Oui, la MONUSCO a un dialogue direct avec la FCM23. Et nous, le Rwanda, nous avons été disponibles pour ouvrir nos frontières, pour faciliter l'accès humanitaire. Donc, pour le faciliter dans l'est de la RDC. Mais la MONUSCO et même les organisations internationales ont un accès direct à la FCM23. Donc les autorités de fait qui contrôlent la région sont en contact avec les organisations humanitaires, avec la MONUSCO. Et je pense que toute question d'accès humanitaire a une réponse entre les deux parties concernées. Vous participez actuellement au Conseil des ministres des Affaires étrangères en amont du sommet des chefs d'État de l'Union africaine. Sur ce dossier, quelle décision attendez-vous du sommet de l'Union africaine ? Le Rwanda va pouvoir faire état de son point de vue. Il n'y a pas de décision attendue dans ce sommet sur cette question. Il y a une médiation africaine qui est toujours en cours. Il y a la médiation américaine, la médiation qatari qui sont aussi à l'œuvre. Cette année doit être utilisée à bon escient pour que les progrès dans les accords de paix de 2025 soient consolidés en 2026. Olivier Ndounguirehe, Monsieur le Ministre, merci. C'est moi qui vous remercie. Et ce jeudi, la présidente de la Chambre des députés, l'honorable Gertrude Kazalwa, a reçu en audience l'ambassadrice de France au Rwanda, Madame Aurélie Roy-Gounin. Cette rencontre s'inscrit dans la dynamique de renforcement des relations bilatérales, du partenariat institutionnel entre les parlements rwandais et français, dans un contexte marqué par la consolidation de la coopération entre les deux pays. Au cours des échanges, les deux responsables ont particulièrement mis l'accent sur la coopération dans le domaine de l'éducation, considérée comme un levier essentiel du développement durable. Elles ont notamment évoqué le partenariat existant entre la France et le Rwanda Polytechnic, axé sur l'amélioration de la qualité de l'enseignement technique et professionnel. Cette collaboration vise entre autres à renforcer les compétences des étudiants dans des filières stratégiques, notamment la mécatronique, un domaine en pleine expansion qui combine mécanique, électronique et technologie numérique. La présidente de la Chambre des députés, honorable Gertrude Kazalwa, a salué cet appui qu'elle juge déterminant pour l'avenir des jeunes Rwandais. Selon elle, la formation spécialisée offerte dans ce cadre permet aux étudiants d'intégrer le marché du travail avec des compétences concrètes adaptées aux besoins actuels de l'économie, tout en contribuant efficacement à l'innovation et à la résolution des défis sociétaux. Cette rencontre témoigne ainsi de la volonté commune du Rwanda et de la France de consolider leur coopération parlementaire et sectorielle avec un accent particulier sur le développement du capital humain, considéré comme un pilier central de la transformation socio-économique du pays. Et toujours en parlant de diplomatie Rwanda-France parlementaire entre les deux pays à travers des échanges entre ces deux pays, l'objectif étant de consolider les liens humains, politiques et institutionnels en vue d'un partenariat durable et mutuellement bénéfique. Lors de cette récente rencontre, l'ambassadrice a souligné l'importance de cette coopération. Plus de détails avec Jean-Benoît Michel. La coopération entre le Rwanda et la France est franchie une nouvelle étape à travers le renforcement de la diplomatie parlementaire. Au cœur de cette dynamique, le dialogue entre les parlementaires, le partage des priorités politiques et la mise en place d'actions communes au service des populations de deux pays. En visite d'échange institutionnel, l'ambassadrice de France au Rwanda, Aurélie Roy-Gounin, a mis en avant l'importance des liens humains et politiques unis Kigali et Paris. Elle a également évoqué plusieurs échéances majeures destinées à consolider ce partenariat stratégique. Pour nous, la diplomatie parlementaire, c'est un élément très important parce que ce sont des liens humains aussi entre nos deux pays et des liens entre politiciens qui ont un travail en commun à faire et un engagement au service de leur pays qui est commun. Donc j'ai eu le plaisir de rencontrer Mrs. Speaker et de rencontrer la vice-présidente de l'Assemblée, vice-président. C'est pour nous très important. D'abord pour comprendre les priorités du Parlement et l'agenda politique du Rwanda et pour voir comment on peut porter ces informations à la connaissance de notre Parlement pour un travail en commun où il y a déjà plusieurs étapes qui s'annoncent.
Au-delà de la diplomatie parlementaire, les relations bilatérales entre le Rwanda et la France s'inscrivent dans une longue tradition de coopération. Celle-ci couvre plusieurs secteurs stratégiques, notamment l'éducation, la promotion de la langue française, la santé ainsi que la lutte contre le changement climatique. L'ambassadrice française a évoqué plusieurs rendez-vous importants dans l'agenda commun. Nous avons une relation bilatérale avec le Rwanda qui est très riche, très dense, avec des secteurs dans lesquels nous sommes plus impliqués, qui sont l'éducation, avec notamment les questions de langue française, qui sont un sujet que nous partageons entre membres de la francophonie. Nous avons aussi un focus sur les questions de santé et sur les questions de transition climatique et de résilience au changement climatique, puisque c'est un sujet sur lequel tous les pays du monde sont concernés. Alors, vous m'interrogez sur les prochaines échéances. Nous avons beaucoup d'échéances à venir ce semestre dans la relation bilatérale. Tout d'abord, le député Aurélien Rousseau, qui est le président du groupe d'amitié France-Rwanda à l'Assemblée nationale française, sera au Rwanda dans quelques semaines. C'était aussi un des sujets dont j'ai voulu parler aujourd'hui avec Madame la Présidente. Nous aurons le plaisir de le recevoir au début du mois de mars et il y a déjà beaucoup de sujets sur lesquels un travail commun va pouvoir avoir lieu, notamment sur la place des femmes en politique et dans la représentation nationale. Nous avons aussi une grande échéance à venir au mois de mai. La France et ses partenaires africains seront réunis à Nairobi. C'est un sommet qui est co-organisé par le Kenya et la France, justement pour examiner l'ensemble de nos partenariats dans les questions d'innovation. Et nous avons une table ronde sur l'intelligence artificielle dont le Rwanda sera leader sur ce sujet, où il a beaucoup d'expérience, beaucoup de choses à faire valoir. Et on va parler aussi développement des relations économiques, on va parler innovation aussi dans les questions d'agriculture durable et beaucoup de sujets qui sont tout à fait cruciaux pour le bien-être des populations. Ces échanges illustrent la volonté de deux pays de consolider un partenariat stratégique fondé sur le dialogue parlementaire, l'innovation et le développement durable au service des citoyens rwandais et français. Et les sénateurs membres de la commission politique et gouvernance du Parlement rwandais ont effectué actuellement des descentes de terrain dans plusieurs districts du pays afin d'évaluer la qualité des services d'aide juridique offerts à la population et d'identifier les pistes d'amélioration. Cette mission s'inscrit dans le cadre du suivi parlementaire visant à renforcer l'accès équitable à la justice et rapprocher davantage les services juridiques des citoyens. Au cours de ces visites, les parlementaires ont analysé notamment le fonctionnement des structures chargées de l'assistance juridique, leur coordination avec d'autres institutions publiques, ainsi que leur collaboration avec les organes administratifs décentralisés. L'objectif étant de mieux comprendre des défis rencontrés sur le terrain, d'identifier les solutions mises en place et de proposer, le cas échéant, de nouvelles stratégies pour améliorer l'efficacité de ces services essentiels. Lors de leur passage à l'hôpital de la police de Kakirou, les sénateurs ont été informés d'un manque persistant de prestataires, maison d'accès donc à la justice, chargée de fournir l'assistance juridique aux citoyens. Selon les responsables rencontrés, un seul agent assure actuellement ce service pour cet établissement, mais il ne peut y consacrer qu'un temps limité puisqu'il intervient également dans d'autres secteurs sanitaires. En parallèle, ce professionnel est impliqué dans la formation et le suivi des médiateurs communautaires appelés à Bunzi sur les questions juridiques. Cette situation a relevé certains acteurs. On peut ralentir la prise en charge des besoins juridiques des usagers et souligne l'importance de renforcer donc les ressources humaines dans ce domaine. Les sénateurs entendent intégrer ces constats dans leurs recommandations afin d'améliorer l'accès à l'information juridique, la protection des droits des citoyens et plus largement la qualité du service de la justice. Et toujours en parlant d'actualité, parlons également des populations du secteur de Murama, c'est dans le district de Kayonza. Ils ont été touchés par diverses catastrophes naturelles et ces dernières années et continuent donc d'exprimer leur satisfaction face à l'appui qu'elles reçoivent de la part de l'État, des partenaires du développement ainsi que différentes organisations humanitaires. Selon plusieurs bénéficiaires
bénéficiaires. Cette assistance qui comprend notamment un soutien matériel, des programmes de relogement et des initiatives de relance économique contribue progressivement à l'amélioration de leurs conditions de vie et à la reconstruction de leurs moyens de subsistance. Bien que certains ménages aient subi d'importantes pertes, notamment de logements, de récoltes ou d'infrastructures, beaucoup affirment aujourd'hui retrouver espoir grâce aux efforts conjoints visant à renforcer leur résilience. Les actions de sensibilisation, les formations génératrices et de revenus et l'accompagnement social figurent parmi les mesures mises en place pour favoriser un relèvement durable. De leur côté, les autorités du district de Kayonza ont invité ces populations à ne pas se décourager malgré les épreuves traversées. Elles les encouragent à s'impliquer activement dans les programmes de développement local, à saisir les opportunités offertes et à maintenir une dynamique collective orientée vers l'autonomie et le progrès socio-économique. Selon l'administration locale, la solidarité et la persévérance restent des facteurs essentiels pour reconstruire durablement les communautés affectées. Et la secrétaire générale de la francophonie, Mme Louise Mushitiwabo, a indiqué que la lutte contre la corruption nécessite des actions concrètes au-delà des textes. Cela intervient un jour après que l'indice de perception de la corruption a été publié par Transparency International, qui a révélé que la corruption demeure un problème grave en Afrique subsaharienne, où se situent plusieurs pays francophones. Le point avec Jean-Damascène Manéchimwe. L'Organisation internationale de la francophonie déplore ces dernières années la recrudescence des crises politiques et sécuritaires dans le monde francophone, ce qui, pour certains, s'explique par la corruption qui mine tout développement possible dans l'espace francophone. D'après la Banque mondiale, dans l'indicateur de la bonne gouvernance publié récemment, plusieurs pays de l'espace francophone sont encore à un niveau très bas dans la lutte contre la corruption, même si cet espace compte aussi les pays qui ont réalisé de très grands progrès. Nous avons 4 pays de la famille francophone qui font partie de ces pays qui font montre d'une très grande efficacité dans la lutte contre la corruption, qui sont la Suisse, donc c'est la Suisse, et ça fait plaisir que son Excellence le Président était là, c'est aussi les Seychelles, mais c'est aussi le Luxembourg et le Canada. Donc nous avons 4 pays qui, dans notre famille, qui sont vraiment très performants. Deuxièmement, la moyenne de la famille francophone se situe en bas des 50%, ce qui veut dire que nous avons beaucoup plus à faire que des réussites. Troisièmement, dans la famille francophone, il y a ce que j'appelle les zones de grande inefficacité. Donc on a 7-9 pays de la famille francophone qui font partie de ces pays qui ne font pas même 10% d'efficacité dans la lutte contre la corruption. Et malheureusement, 7 de ces 9 pays se trouvent en Afrique. Et les 2 qui ne sont pas en Afrique, c'est le Haïti et je crois le Cambodge. Et les autres du continent africain, vous y trouverez le Burundi, les 2 Congos, vous y trouverez aussi bien d'autres, la République centrafricaine et bien d'autres. La corruption est un fléau qui mine l'évolution de l'humanité tout entière et ses conséquences sont dévastatrices sur la vie entière des pays et il est urgent d'agir. La secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, Mme Louise Mushitiwabo, indique que les échanges d'expériences entre nations peuvent permettre au monde entier d'évoluer vers un monde libéré de la corruption. Tout d'abord, le fait qu'il y a une nécessité d'impulsion politique, au-delà des textes. Parce que beaucoup de nos pays ont tout ce qu'il faut dans nos textes fondamentaux, dans la loi, mais l'impulsion politique par l'action. Ça, je pense que c'est vraiment un des meilleurs enseignements. Ensuite, l'importance pour les États d'institutionnaliser la lutte contre la corruption, l'importance de créer des voies qui sont claires et qui signalent la corruption. Troisièmement, encourager la concertation au niveau national, que la lutte contre la corruption soit une tâche
national qui n'est pas réservé que à l'auditeur général, à la justice, mais que ce soit qu'il y ait même une approche didactique, qu'on en parle, qu'on n'ait pas peur d'en faire un sujet de préoccupation au niveau national, d'où une certaine coordination aussi. Quatrièmement, qu'il faut garantir les canaux d'utilisation. Je pense que quand on sait que personne n'est intouchable dans un système, ça aide aussi. Et parfois, quelques exemples suffisent pour dissuader. Donc, la lutte contre l'impunité. La lutte contre l'impunité, qui va aussi avec la protection des personnes qui signalent la corruption, parce que c'est souvent un moyen de dissuader ceux qui luttent contre la corruption. Et en tout dernier lieu, garder en ligne de mire le bien-être des citoyens. D'où l'importance de les associer. La lutte contre la corruption ne peut pas être une affaire des institutions qui sont créées, qui sont désignées, mais ça doit être un exercice qui vise à améliorer le bien-être des citoyens. Sur ces images que nous clôturons cette grande édition. Au nom de toute l'équipe qui a contribué à sa réalisation, je vous remercie. Bonne poursuite des programmes de la télévision rwandaise. Et d'ici là, portez-vous bien.